Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les étudiants en droit se mobilisent. Ils réclament plus d'enseignants et dénoncent un manque de moyens à l'université qui met à mal leur réussite. La Ferté-Bernard inaugure son nouveau hall de gare. Il avait été totalement détruit dans un incendie en 2020. Vous saurez tout de la première étape du région Pays de la Loire qui reliait Saint-Père-de-Ré à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce samedi. Et puis des lycéens de Sablé-sur-Sarthe font l'expérience du hand-fauteuil dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Et puis il y aura aussi un invité dans notre journal. Oui, aujourd'hui on reçoit Julien Rimbaud, le directeur de Le Mans Événements. On parlera du salon professionnel Global Risque accueilli ce jeudi au parc des expositions du Mans. Mais pour démarrer, Anthony, la faculté de droit de l'université du Mans veut plus de moyens. Les étudiants se sont mobilisés ce mardi devant la maison de l'étudiant. Ils craignent de voir certains de leurs cours supprimés face au peu d'enseignants mis à disposition à l'université. On voit ça avec Florian Wozniak. Pour ces étudiants en droit à l'université du Mans, la situation ne peut plus durer. Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on voit notre corps pédagogique, mais aussi l'administration de la faculté qui est de plus en plus surchargée de travail. Les étudiants s'inquiètent également pour la santé de leurs enseignants. Actuellement, le corps pédagogique prend à charge le fait de maintenir tous les enseignements qui sont obligatoires pour une licence en droit. Il n'est pas impossible qu'il y en ait un qui fasse un burn-out, tout simplement, et que du coup, il y ait tous les enseignements qui sont liés à cet enseignant qui sautent. Du côté de la faculté, le constat est sans appel. Nous manquons beaucoup d'enseignants-chercheurs, de titulaires, et donc nous attendons, nous, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des réponses quant à nos sollicitations, quant à nos interrogations, où nous observons un taux d'encadrement extrêmement faible, qui tourne aux alentours de 3 à peu près pour les facultés de droit. Mais malgré ce nombre de 3 enseignants pour 100 élèves, le doyen de l'université reste confiant pour la rentrée prochaine. Non, il n'est pas question de paniquer, de stresser ou d'être dans une situation d'anxiété. Nous sommes très investis pour la faculté et surtout pour les étudiants. Donc nous aurons une offre de formation pleine et totale l'année prochaine. Élèves et enseignants attendent désormais le retour du ministère de l'Enseignement, avec la volonté de voir dès l'année prochaine une ouverture de poste à la faculté de droit du Mans. Un mot à présent, Anthony, de cette manifestation contre l'euthanasie. Oui, c'était ce mardi, place de la préfecture au Mans, place de la République, pardon. 30 personnes ont répondu à l'appel du collectif Soulagés mais pas tués pour s'opposer à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ils ont aussi distribué des tracts pour faire part de leurs inquiétudes concernant le projet de loi annoncé par Emmanuel Macron suite aux conclusions de la Convention citoyenne. À la direction de la Ferté-Bernard à présent, où la halle de la gare rouvre enfin, Anthony. En 2020, un incendie volontaire l'avait totalement détruit, obligeant les voyageurs à se rendre dans un guichet à l'extérieur de la gare. Aujourd'hui, c'est désormais un bâtiment tout neuf et accessible aux personnes à mobilité réduite qui a été inauguré ce lundi. Enzo Maubert et Vincent Danilo. Il aura fallu plus de 2 ans au personnel et aux usagers pour quitter ce préfabriqué et retrouver leur hall de gare. Dans la file d'attente, au guichet, forcément, ça fait des heureux. D'accord. Je trouve ça super sympathique, le décor est d'actualité. Et puis d'avoir des personnes au guichet, enfin, malgré qu'avant il y avait aussi, mais ce n'est pas le même lieu. Donc ouais, c'est très agréable. Après l'incendie volontaire de 2020, tout a dû être refait, mobilier, éclairage, peinture, 134 000 € de travaux financés par la région et la SNCF. L'accueil des personnes à mobilité réduite a aussi été totalement revu. On a travaillé la mise en conformité du hall en mettant en place des bandes podotactiles pour les personnes malvoyantes et des balises sonores. Également la hauteur du guichet pour permettre aux personnes en fauteuil d'accéder à la vente. La suite des travaux va se poursuivre à l'extérieur du bâtiment par des travaux de mise en place d'ascenseurs pour pouvoir accéder au souterrain qui mène au quai en face. 32 trains passent ici chaque jour. À moins de 2 heures de Paris, la gare est un vrai poumon pour la ville. Ça contribue incontestablement à la vitalité d'un territoire, à nouveau pour les forces vives, mais aussi pour la population. Quelques personnes
du fait de la Covid, sont venus acheter des maisons ou des appartements sur le territoire de La Ferté et des environs, tout simplement parce qu'il y avait aussi une gare. La gare de La Ferté-Bernard est l'une des plus fréquentées du département. Elle accueille chaque année 200 000 voyageurs. Le salon Global Risque, qu'est-ce que c'est? Bien, on va en parler ce soir. On va le découvrir avec notre invité Julien Rimbaud, le directeur de Le Mans Événement, qui est sur notre plateau. Bonsoir Julien Rimbaud. Bonsoir. Alors le salon Global Risque, ça ouvre ses portes jeudi au Parc des Expositions du Mans. Quel est le but de cette manifestation que vous proposez ? C'est un rendez-vous d'affaires qui ambitionne d'accompagner les responsables d'entreprises, d'organisations au sens assez large, leurs principaux collaborateurs, dans l'appréhension de tous les risques auxquels ils doivent faire face au quotidien. Et c'est vrai qu'ils sont très nombreux. Un chef d'entreprise doit faire face à beaucoup d'aléas possibles. Et l'enjeu de cet événement est déjà de lui permettre de les découvrir, s'il n'en a pas connaissance, de les anticiper, de les traiter. Quel type de risques auxquels sont confrontés les entreprises ? Juridiques, financiers, commerciaux, des risques d'approvisionnement, des risques liés à l'environnement, des risques liés bien sûr à la notion RH. Et on va déployer beaucoup de choses par rapport à toutes ces questions. Ça va se faire par le biais de conférences, tutos, etc. C'est 15 rencontres au fil de la journée. C'est plus de 50 entreprises qui vont être présentes pour apporter des solutions sur ces questions et puis sur des réponses très opérationnelles. Bien former ses collaborateurs pour les fidéliser. L'impact de la sécheresse sur le développement économique. Ça va aussi être comment bien se préparer à un contrôle fiscal ou social. Donc des solutions très pragmatiques, très opérationnelles que chaque organisation et entreprise de 2 à 10 000 personnes doit faire face. Et donc, ça va être modestement notre ambition d'accompagner les entrepreneurs à y répondre. Et dans chacun de ces domaines, vous aurez des experts qui répondront justement à ces questions. Exactement, des experts de tout premier ordre qui vont jalonner toute la journée, parmi lesquels, sur une conférence d'ouverture, on va accueillir Christophe Coppen, qui est ancien chef négociateur du RAID. Vous voyez le lien avec la notion de risque et l'anticipation du risque, la bonne connaissance du risque pour y faire face. Et puis également Emmanuel Le Chypre, qui fera cette conférence d'ouverture, qui est éditorialiste économique sur BFM TV et qui nous fait l'honneur de sa présence. Comment ça se passe ? Il faut réserver avant de venir ? Il y a des ateliers, des conférences qui sont organisées ? C'est un événement qui est gratuit. Ouais. On engage effectivement à retirer les badges en amont et à réserver les différentes conférences. Mais effectivement, quiconque pourra venir le jour même et on l'accueillera bien volontiers. Et ça se déroule de 9h à 19h toute la journée de jeudi. Et je vous engage à aller sur le site internet pour découvrir le programme et appréhender ce qui va se passer, parce qu'il y a beaucoup de contenu. C'est une véritable journée de formation. Merci beaucoup Julien Rimbaud. Merci à vous. Allez, on va ouvrir à présent une grande page sport avec tout d'abord la semaine olympique et paralympique qui se poursuit dans tout le département. C'était à Sablé-sur-Sarthe ce mardi, les lycéens qui pratiquent des disciplines que l'on retrouve aux Jeux olympiques et paralympiques, une semaine qui permet donc de découvrir des sports. Et parmi ces sports, du sport adapté, le handball fauteuil. Aujourd'hui à Sablé-sur-Sarthe, reportage de Colin Ancel. Faute. Je rappelle, vous êtes censé être une personne en situation de handicap. Ici, pas question de se lever. Le handi-hand, un sport pratiqué en fauteuil roulant à 6 contre 6 dans un gymnase, l'occasion pour les lycéens de s'identifier à des personnes en situation de handicap. J'ai vu des jeunes tout à l'heure qui, en sortant du fauteuil, quand ils ont fait l'animation, se disaient « Ah, mais ça fait mal aux jambes, mais ça fait du bien de se remettre debout ». Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément cette visibilité sur le fait que quelqu'un qui est handicapé, c'est 100% du temps, c'est tout le temps, il doit faire son quotidien avec le fauteuil. Et je crois que ça va vraiment les amener à réfléchir sur ce qu'est le handicap. Une réflexion nécessaire, surtout ici, à Sablé, où la première équipe de hand adaptée de France a été créée en 1985. Ces lycéens n'étaient pas nés. Eux sont issus de filières services et pourraient travailler un jour avec des personnes en situation de handicap. Cette initiation prend donc tout son sens. C'est positif, moi j'aime bien. Maintenant je me mets dans ma tête, dans leur place. Parce qu'avant je me disais c'est facile pour eux, ils y arrivent et tout. Et c'est pas compliqué et maintenant je me dis c'est compliqué pour eux. C'est ce que le comité de hand de la Sarthe souhaitait mettre en avant. Le message semble passer, l'objectif atteint. Faire connaître notre pratique, la pratique du hand fauteuil, qui est une pratique nouvellement mise en place par la fédération de handball et qui essaye de se développer au niveau compétitif. Avec une quinzaine de pratiquants dans le département, le hand en fauteuil reste une discipline confidentielle. Pour l'instant, elle n'est pas olympique, mais elle prétend le devenir dès 2028.
Allez, on prend à présent la route du région Pays de la Loire-Tours. Antoine Besson, bonsoir. Vous serez avec nous toute la semaine pour nous faire vivre ce premier région Pays de la Loire-Tours avec un coup d'envoi qui a été déplacé aujourd'hui. C'était initialement prévu à Saint-Nazaire. Finalement, c'est de Saint-Père-en-Retz que sont partis les coureurs. Est-ce que la course a tenu toutes ses promesses aujourd'hui ? Oui, on a assisté à une belle course avec une petite bordure d'entrée de jeu et puis 3 hommes qui sont arrivés sur le circuit final avec Valentin Ferron qui a été le dernier, vous le voyez, à résister au retour du peloton. Coureur de la Total Energy a rattrapé à 3 km de l'arrivée derrière des chutes avec ce final assez dangereux. Nassir Bouani est au sol. Derrière, on a failli faire un tout droit. On l'a fait d'ailleurs, un coureur de la Burgos. Là, regardez cette image assez impressionnante qui fait un tout droit dans ce virage. Cyril Barth, lui qui a sa belle famille en Sarthe, est tombé lourdement aussi malheureusement. Il fallait éviter les chutes et rester très bien placé. Brian Coquard l'a bien compris. Le sprinter de la Cofidis lance son sprint. Il est le plus fort. Personne ne peut revenir sur lui. Et le Français s'impose facilement devant Marine van den Berg et Manuel Peñalver. Et l'image du jour, c'est quoi ? On va parler de patrimoine un petit peu pour cette image du jour. On a vu de belles images dans notre jolie région avec cette vue d'hélico sur les marais salants de la Barre de Mont en Vendée avec une magnifique vue, vous le voyez en fond, sur l'île de Noirmoutier avec ce fameux marais breton vendéen donc mis à l'honneur lors de cette première étape du région Pays de la Loire-Tours qui a cet objectif donc de valoriser son patrimoine. Et après cette première journée de course, pour en revenir aux sportifs, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement ? Eh bien, regardons cela. Donc, on commence par le classement de l'étape. Donc, Brian Coquard avec sa 50e victoire de sa carrière. 4e place pour Arnaud Desmar. Et puis, au classement général, on voit que Brian Coquard prend donc le maillot de leader. Valentin Ferron fait la bonne opération. Il était dans l'échappée. Il a pris quelques bonifications. Il prend la 3e place du classement général. Deuxième étape demain. Qu'est-ce qui attend les coureurs ? Une belle étape encore demain. Départ de Clisson en Loire-Atlantique, direction le Maine-et-Loire pour l'étape des Vignobles. On passera à Château-Thébault avant de remonter vers la Loire, vers Auré d'Anjou, dans le Maine-et-Loire. On longera la Loire avant un final au cœur de l'Anjou, 169,4 km, dont 3 tours, d'un circuit final de 17 km autour du Lion d'Angers, avec 1200 de dénivelé positif. Et puis, ça sera encore une étape promise vraisemblablement aux sprinters, comme aujourd'hui. Ben demain, Antoine. Merci. À demain. Et c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et vous ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril.